Présentation de toutsurlehockey.com. « 9 mai 2023, bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast. Aujourd'hui, au lendemain de la loterie de la Ligue nationale de hockey, où on a su que Connor Bedard se retrouvera avec les Blackhawks de Chicago, parce qu'à moins d'une énorme et improbable surprise, les Hawks vont sélectionner l'excellent espoir au prochain repêchage. Mais aujourd'hui, dans le TSLH Podcast, on va parler des séries de la Ligue nationale de hockey et plus particulièrement de ce qui se passe autour des Maple Leafs de Toronto. Et pour ce faire, dans cet épisode, je suis accompagné de Cindy Caron, journaliste pour l'Express de Toronto, qui est à la couverture également des Maple Leafs. Cindy, comment ça va? Allô, Mathieu, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. On aura l'occasion de parler amplement des Maple Leafs parce que présentement, la série est au compte de 3-0 contre les Panthers de la Floride. Avant de commencer, je rappelle aux gens qui nous écoutent que l'émission est une présentation de barbenoire.com. Donc, si vous voulez vous commander de la viande fumée livrée à la maison, visitez le barbenoire.com. Ils ont toute une gamme de produits. C'est fait au Saguenay. C'est des produits locaux. Donc, si vous encouragez une entreprise d'ici, barbenoire.com. Série Ligue nationale, les Maple Leafs ont passé enfin la première ronde. On peut le dire ainsi, Cindy. Ça devait être assez excité là, du côté de Toronto là, le soir que les Maple Leafs ont gagné ce fameux match 6 contre le Lightning de Tampa Bay. Absolument. Les fans, ça fait 19 ans qu'ils attendaient ce moment-là. On a beaucoup de partisans qui n'avaient jamais vu les Leafs passer le premier tour. Donc, l'excitation était à son comble. On avait beaucoup de monde, comme vous l'avez vu à la télé, beaucoup de monde rassemblé à l'Arena Scotiabank au Maple Leaf Square. Ces gens-là, une fois la victoire confirmée, se sont déplacés 20 minutes à pied plus loin au Dundas Square pour continuer les festivités. Donc, c'est un beau moment pour la ville. Je te dirais qu'en général, on n'a pas vu ça depuis la victoire des Raptors, le championnat des Raptors. Un niveau d'excitation comme ça des amateurs de sport à Toronto. Donc, c'est le fun d'avoir les célébrations dans la rue. Ça fait du bien pour l'équipe. On a vu à quel point les joueurs, on avait l'impression que c'était un poids immense qui était enlevé de leurs épaules à ce moment-là. Veux pas pour le noyau. Ça fait presque 6-7 ans que tout le monde est ensemble. Donc, c'est sûr que ça fait une grosse différence de passer ce premier tour-là. Mais on est rendu 10 jours plus tard et en bout de ligne, on ne sait pas si finalement tout ce qu'on pensait il y a 10 jours, on pourra en parler, mais les emplois, tout le monde était confirmé, tout le monde était safe. Maintenant, tout redevient un petit peu up in the air, comme on dit en anglais. Donc, c'est assez particulier comme ambiance ici à Toronto. Ouais, j'avoue que la douche était quand même assez froide au lendemain d'un beau moment comme ça. Effectivement, on va en reparler d'ici les prochaines minutes, mais j'aimerais revenir au tout début, en fait, avant même les Maple Leafs. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, Cindy. C'est quand même, moi je trouve ça intéressant, en tout cas, une Québécoise francophone, à moins que je me trompe. Je crois que tu es née au Québec. Ouais. Je ne veux pas te débaptiser rien, là, mais Québécoise francophone qui couvre les Maple Leafs de Toronto. Comment on arrive à un tel parcours quand même, tu sais, c'est comme improbable, on s'entend, la majorité des journalistes francophones vont couvrir les Canadiens du côté des médias
québécois. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivé là? Oui, ben j'ai un parcours un peu improbable. Moi, je viens de la ville de Québec, puis j'ai étudié en communication au cégep à l'université aussi. Puis à un moment donné, j'avais des amis qui étaient à Toronto pour le travail et eux avaient une chambre de libre dans un appartement. À ce moment-là, je parlais pas anglais. Je me suis dit pourquoi pas. J'étais musicienne aussi sur le côté à mes heures, donc je voulais un petit peu pousser, voir si la carrière de musicienne pouvait peut-être débloquer un petit peu plus au Canada anglais versus au Québec. À ce moment-là, il y avait plus d'opportunités ici. Donc, je décide de partir pour un 3 mois et finalement, je suis jamais repartie. J'ai fait des trucs en musique, continué à faire de la radio un petit peu sur le côté ici, des radios Internet en anglais et en français. Et à un moment donné, l'Express cherchait quelqu'un, donc j'ai vu une offre d'emploi pour appliquer, pour suivre les Maple Leafs, qui est arrivé un petit peu de nulle part. J'ai appliqué, j'ai eu une entrevue et on m'a offert le poste sur le champ. Donc, un petit peu un cadeau du ciel dans un sens, complètement inattendu. Puis maintenant, ça fait 5 ans que je suis les Maple Leafs. Je suis à tous les matchs locaux. J'ai fait un match des étoiles. Je vais pas beaucoup sur la route, par contre. C'est surtout au niveau local, mais quand même, c'est moi qui tripais sur l'ancien compte quand j'étais jeune. C'est quand même très cool de pouvoir faire OK, c'est comme Linda Hébert que j'écoutais à la télé dans l'ancien compte. Ben là, c'est ça, je m'en allais pour dire. Est-ce que Linda Hébert a été une plus grande influence que, disons, Chantal Maccabé ou c'est vraiment. Les deux, les deux. OK. Chantal, c'est le fun, c'est une amie. Maintenant, je la côtoie un petit peu moins depuis qu'elle a son poste avec les Canadiens, mais quand elle était en ville avec RDS, on est devenus des collègues. Dans le fond, on se croise à Montréal, à Toronto, c'est une amie. Donc, c'est le fun, c'est un petit peu irréel, dans le fond, pour moi de penser que maintenant, où je côtoyais. Chantal sur la galerie de presse. Donc, c'est comme un genre de rêve devenu réalité un peu. C'est particulier. Je suis chanceuse. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, dans le fond, de ce que je comprends, c'est comparativement aux joueurs, en fait, contrairement aux joueurs, toi, tu n'as pas eu à passer par la Ligue américaine. Tu es directement rentré dans la Ligue nationale. Là. Ouais, c'est ça qui est particulier. Puis ça fait drôle à dire, en fait. J'ai vraiment eu, je pense, une opportunité à la bonne place au bon moment. Je sais très bien que si j'avais été au Québec, j'aurais pas eu ce type d'opportunité-là parce qu'il aurait fallu que je fasse junior majeur. Il y a les échelles à monter et c'est correct. Mais moi, francophone dans un marché anglophone, c'est sûr que le bassin est plus petit aussi de candidature et tout. Donc, c'est un petit peu de la chance dans cette histoire-là, mais genre, je suis très reconnaissante. Puis maintenant, ben, c'est ça, ça fait 5 ans, donc j'ai monté les échelles à ma manière un peu, puis obtenu d'autres trucs sur le côté par rapport à ça. Mais oui, c'est très atypique comme parcours. Donc, ça fait 5 ans que tu couvres l'équipe. Fait que j'imagine que tu en as vécu des. Ben, premièrement, oui, des éliminations en première ronde. Donc, tu as pu voir un peu le build-up vers cette fameuse victoire de cette année-là. Est-ce que, tu sais, nous, du côté, tu sais, au Québec, dans le fond, on a un peu le regard du côté des médias québécois. Je trouvais ça intéressant justement d'aller chercher le regard du côté des médias de Toronto. Est-ce que, tu sais, ce build-up-là, comment on en est venu à gagner cette première ronde? Est-ce qu'à chaque année, c'était, on le décrit comme vraiment une lourdeur assez intense là, de perdre constamment en première ronde, 7e match également? Ouais. Est-ce qu'il y a des éliminations qui étaient pires que d'autres, disons? Je te dirais que celle contre Montréal, Ouais. en général, vu le contexte, en pleine pandémie, techniquement, chapeau aux Canadiens, ils méritaient amplement la victoire, mais avant que cette série-là commence, personne n'aurait pensé que Montréal aurait gagné. Euh, et quand cette série-là s'est terminée, il y avait des journalistes sur la galerie de presse, des gens qui couvrent les Maple Leafs depuis 30-40 ans, qui ont juste baissé la tête, puis j'allais dire salut à un des gars, puis il me dit je vais prendre quelques minutes tout seul ici pour moi pour comme décanter. C'est comme vraiment justement une lourdeur. Ça vient tellement, à chaque année, c'est tellement la même chose que même si on n'est pas des partisans nécessairement, on couvre une équipe, mais en même temps, c'est vraiment plate de toujours avoir la même finale à chaque année. Ouais. Moi, je vais à 41 matchs locaux. Ça serait le fun d'en avoir plus que 3-4 de séries. Fait que c'est ça qui devient une lourdeur. C'est pas tant c'est vraiment plate que perdu. Là. C'est juste tout le contexte autour de l'équipe. Puis
quand tu regardes les Maple Leafs sur papier, il n'y a aucune raison que ça fasse un 3-4 ans qui ne sont pas capables, bon, les viennent de passer, mais les séries contre Washington, les séries contre Boston, dans les jeunes années de Matthews et Marner, il n'y avait pas d'attente. C'était correct. Ils faisaient bien. Il n'y a personne qui pensait qu'elle allait passer. Mais quand ils ont perdu contre Columbus dans la bulle, perdu contre Montréal, pas l'an dernier, ça devient juste très, très lourd pour tout le monde qui est impliqué, même si c'est pas de la partisanerie ou quoi que ce soit. Là. Ça devient juste un environnement assez lourd. Donc, de voir, là, cette année, enfin, on est capable de passer à autre chose et de voir comment les choses sont en train de se produire dans cette ronde numéro 2-là, ben en fait, ça ramène exactement les mêmes émotions que les années passées. Ouais, j'imagine, tu parlais de la lourdeur, puis à vraiment un plus bas échelle, là, clairement. Là. Cette année, sur le site, on couvrait le Rocket de Laval. Donc, il y a Jessica pour le site qui est allée presque à tous les matchs locaux, mais les quelques fois que je suis allé, j'ai jamais goûté à la victoire. Là. Je ne sais pas si je portais malchance ou quelque chose comme ça. Mais je me souviens, il y a eu un match que ça a été une défaite assez crève-cœur, puis on la sent, cette lourdeur-là, c'est vrai. Fait que j'imagine qu'avec les années chez les Leafs, à un moment donné, ça doit être lourd et ça doit être assez épouvantable, même quand on est journaliste et on est impartial là-dedans. Là. J'avoue que ça doit être quand même quelque chose. Cindy, je me demandais, tu disais que ça faisait 5 ans. Est-ce que tu étais en poste quand John Tavares a été signé à Toronto? Tu venais Juste après. d'arriver? Moi, je suis Juste arrivée après. juste après. Je suis arrivée de novembre. Il a signé en juillet. Puis j'ai commencé en novembre. Ouais. Comment cette signature-là avait été accueillie à l'époque? Parce que je suis quand même curieux. On parlait tantôt, le noyau était jeune, il y avait peu d'attentes parce qu'on était conscient, même s'il y avait du talent, les jeunes, il fallait quand même qu'ils se développent dans la Ligue nationale. L'ajout de Tavares, ça a été clairement un coup de pied, dans le fond, dans cette espèce de développement-là pour dire go, on passe à la prochaine étape. Comment cette signature-là avait été vécue à l'époque? Ben ici, c'était juste du positif. Les partisans étaient tellement contents. Bon, Tavares revient à la maison, c'est un gars du coin. Cet été-là, c'était le plus gros joueur autonome disponible sur le marché. Donc, c'est un gros coup pour l'équipe de pouvoir l'amener. Ça relançait les Maple Leafs, eux qui avaient quand même eu un bon 10 ans facile là, de fond de classement. Là. Donc, ça donnait espoir. On avait Matthews, Marlon, Nylander dans le système, mais très jeunes. Donc, de voir Tavares faire OK, moi, je laisse l'argent sur la table pour quitter Long Island, pour venir à Toronto. C'est un coup de circuit total pour les Maple Leafs cet été-là. Puis surtout que Stamkos avait failli venir l'été d'avant. Il avait finalement choisi de rester à Tampa, mais les partisans l'avaient pris dur un petit peu, ce rejet-là de Stamkos. Donc, Tavares venait donner de l'espoir. Oui, le gros contrat, maintenant, on le voit différemment, mais à ce moment-là, le 11 millions pour 7 ans, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de problème avec personne. Ça a été une nouvelle super bien accueillie. Puis, là, on bâtit l'équipe, il y a Tavares qui s'en vient, le noyau vieillit, les attentes grandissent, tu le mentionnais tout à l'heure. De ton côté, Cindy, comme journaliste attitrée à la couverture des Maple Leafs, est-ce que quand justement les attentes grandissent et les déceptions s'accumulent également, est-ce qu'il y a une certaine pression qu'on ressent de la part des partisans, tant au niveau journalistique que dans le vestiaire, on sent peut-être que les joueurs la ressentent, cette pression-là? Absolument. C'est drôle que tu parles de ça, des médias, les joueurs dans le vestiaire et tout, parce qu'on a Mitch Marner qui a fait un commentaire un petit peu plus tôt aujourd'hui concernant comme de quoi il essaie de bloquer le noise, bloquer les commentaires des médias, puis que les joueurs s'en foutent de ce qu'il dit. Mais en fait, son commentaire fait juste confirmer que c'est pas le cas. Son non-verbal le dit, le montre également aussi. Donc, c'est sûr que dans un marché comme Toronto, qui est très similaire au marché de Montréal au niveau médiatique, même si je pense que Montréal est un petit peu plus intense, ne serait-ce que par la quantité de journalistes étant l'anglais et le français. C'est sûr que les joueurs la ressentent, cette pression-là, il n'y a aucun doute. Puis, oui, les attentes grandissent à chaque année. Le point tournant à chaque année, c'est quand les Leafs sont les devants dans une série et qu'ils ne sont pas capables de capitaliser et d'éliminer l'adversaire. À chaque année, c'est ça. Puis ça aussi, ça devient très, très lourd parce que tu te dis, comme là, présentement, va-t-il y avoir un match numéro 5 vendredi à Toronto? Les partisans essaient de se débarrasser de leurs billets. Tout le monde essaie de vendre leurs billets. J'ai l'impression que les gens sont juste, savez-vous quoi? Ça vaut même pas la peine. Parce qu'on sait que
par le passé, par habitude, par qui se répète, ça vaut peut-être pas la peine le match numéro 5 au jeu des partisans. Mais oui, cette pression-là, les joueurs le sentent, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, tu sais, on sent, tu le mentionnes, puis du côté des médias québécois, on l'a lu un petit peu, cette espèce de, pas de désintérêt, mais peut-être une espèce d'attitude plus pessimiste du côté des partisans. Mais toi, à ton avis, comment on peut expliquer ce problème-là chez les Leafs de vraiment clutcher quand c'est le temps de clutcher? Là, ils l'ont fait contre le Lightning. Ils ont gagné en prolongation. En plus, c'est le capitaine qui a marqué le but. Ouais. Fait c'est sûr que c'était gros, mais comment on peut expliquer ce problème-là avec autant de talent dans l'équipe qu'on n'est pas capable de clutcher? Oui, c'est plate à dire. Je pense que Toronto est l'exemple parfait. On en parle souvent, mais l'argent a beaucoup à voir dans cette histoire-là. Quand on compare à la série contre Montréal, Toronto n'avait tous les gros noms, mais vous aviez des joueurs avec beaucoup plus de cœur, à mon avis, que ce qu'on peut voir avec Toronto. On parle beaucoup de l'instinct du tueur, qui n'est pas présent dans le vestiaire ici nécessairement. L'arrivée de Ryan O'Reilly, je dirais que tout le monde était comme OK, parfait, c'est exactement le genre de joueur qu'on a besoin, clutch avec l'expérience. Et oui, c'est sûr que ça a aidé. Moi, on a passé le premier tour, mais en même temps, les Leafs n'ont pas eu une performance extraordinaire non plus qu'on ne t'aime pas. Là. On parle ils ont profité d'un Vasilevski peut-être un petit peu moins en forme que par les années passées, mais 3 victoires en prolongation dans la série, ils n'ont pas dominé, absolument pas. Puis on les voit contre les Panthers, c'est une équipe qui avait le champ libre, qui aurait dû automatiquement avoir un boost énorme d'avoir passé le premier tour, mais en bout de ligne, on a l'impression de voir une équipe qui s'est vidée à la première ronde, puis qui a juste plus de jus à donner. Donc, c'est assez particulier, mais je pense vraiment que l'argent a fait une différence. On a des joueurs très, très payés qui ont eu d'énormes contrats sans avoir rien prouvé. Donc, je pense que c'est ça la différence, malheureusement. La comparaison semble facile à faire, mais est-ce que ça pourrait se rattacher à l'ancienne version des Oilers d'Edmonton à l'époque, des Taylor Hall, des Yakupov qui avait été repêché? Ouais. Lui, il n'a pas eu le temps d'avoir un gros contrat, là, mais les Eberle de ce monde, c'est une situation qui pourrait s'apparenter à ça, selon toi? Oui, un peu. Je pense que dans n'importe quelle équipe, n'importe quel scénario, si tu n'as pas nécessairement d'expérience de ces jeux ou quoi que ce soit, on avait vu Nylander faire la grève pendant toute la première moitié de la saison, Marner faire la grève. Personnellement, je me dis, excuse-moi, t'as ton contrat d'entrée de 3 ans de fait, et tu fais la grève pour avoir 10,9 millions. Et maintenant, je suis convaincue que ce contrat-là, c'est une des raisons que Marner a beaucoup de pression sur les épaules, peut-être qu'il ne performe pas aussi bien qu'il le devrait en série. Parce que c'est sûr que ça met de la pression sur un joueur. Il est relié à ce gros contrat-là et au fameux presque 50% de la masse salariale qui est accaparée par 4 joueurs. Ben, ça ajoute une pression additionnelle à ces gars-là. Moi, je regarde une équipe comme Boston où les joueurs ont pris des rabais pour rester là, pour pouvoir c'est sûr que cette année, ça n'a pas nécessairement fonctionné comme ils le voulaient pour eux, mais juste l'idée en général de sacrifier un petit peu pour l'équipe, puis au moins j'ai pas de problème avec les gros contrats, mais il n'y avait pas l'expérience, il n'y avait rien pour le backer, comme on dit. Je pense que ça leur joue un tour présentement, un petit peu. Si on vient, Cindy, à l'aspect hockey de la première ronde, comment tu as trouvé le Lightning dans cette série-là? Tu sais, tout à l'heure, on parlait que les Leafs ne sont pas nécessairement dominés. Est-ce qu'il était le cas, par exemple, en 2022? Moi, personnellement, j'avais trouvé que les Leafs Ouais. méritaient cette série et de loin. C'est finalement l'expérience et un Vasilevski excessivement en forme qui a pu mettre la main sur le 7e match. Mais cette saison, comment as-tu trouvé la performance du Lightning? Est-ce qu'on peut parler d'une équipe qui est en perte de vitesse ou qui est juste éprouvée par ces longues saisons depuis des années? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on a vu une équipe différente des années passées. Puis, il avait l'air plus fatigué aussi. Même chose, un petit peu moins de gaz pour tout le monde. Et oui, peut-être que c'est une équipe qui va être sur le déclin, un petit peu le gros mot, là, mais je pense que les belles années du Lightning sont peut-être un petit peu derrière. Vasilevski n'a pas performé comme il l'a fait l'an passé. Il n'a pas été nécessairement le gardien là, pour voler la série, mais
Je pense que les Leafs sont pas, comme je disais, ils n'ont pas nécessairement bien joué non plus. Ils ont été un petit peu chanceux dans tout ça, que l'adversaire soit peut-être pas aussi fort qu'on aurait pu penser, là, ou fatigué. Mais ouais, c'était pas la meilleure série en général. De toute façon, au niveau hockey, les deux équipes, il n'y a aucune équipe qu'on peut faire oh wow, ils ont dominé ou ils ont bien joué. Les deux équipes, c'était pas leur meilleure version. Du côté des Leafs, on a su que Elias Samsonov ne sera pas d'office au prochain match. Est-ce que la confiance, ben, j'imagine qu'on n'a pas le choix quand on perd 3-0 d'être en confiance avec Joseph Woll. C'est pas un gardien que j'ai particulièrement observé cette année. Mais de ton côté, est-ce que tu crois que le jeune peut relever parce que c'est tout qu'un défi pour lui qui n'a pas beaucoup d'expérience? Penses-tu qu'il y a la maturité et aussi la confiance justement de guider les Leafs vers peut-être un très, très gros comeback dans cette série-là? Oui, ben en fait, avec Joseph Wall, c'est un gars que les Leafs ont repêché en 2016. On le voyait comme le gardien d'avenir. Le scénario, le plan était que quand Frederick Anderson allait partir, Joseph Wall allait probablement s'en venir, mais il a été blessé. Coup sur coup, il y a eu 2 blessures, donc il a raté beaucoup, beaucoup de temps. Donc, lui, sa progression ne s'est pas passée comme prévu. Mais cette année, il est revenu de blessure avec les Marlies. Puis, il y a eu une super belle saison. Tous les matchs qu'il a joué avec les Marlies, je pense que j'avais il y avait une moyenne de 2,16 en fait, de buts alloués. En fait, ça, c'était avec les Leafs, excuse-moi. Mais avec les Marlies, j'ai super bien fait. Puis à chaque fois qu'il a été rappelé par les Leafs, c'est un gars que j'avais confiance devant le filet. Puis on voit que les gars ont confiance en lui de par leur jeu aussi. Donc, à la limite, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de stress tant que ça avec Wall pour le match numéro 4. C'est sûr que c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est Samsonov, mais entre Wall ou Matt Murray devant le filet, il n'y a aucun doute que c'est Wall qui peut donner le plus d'espoir à Toronto de peut-être gagner un match. Là. Sur le fondement de ce que tu as vu, Cindy, en série jusqu'ici, on parle des gardiens de but. Est-ce que c'est un réel problème avec les Maple Leafs, la position de gardien de but, ou si vraiment c'est l'aspect en défensive qui est le problème? On pourrait dire la combinaison des deux aussi, mais à ton avis, est-ce que les gardiens sont vraiment à blâmer pour les déboires des Maple Leafs? Pour cette saison, j'ai l'impression que pour les séries surtout, la brigade défensive a de la misère un petit peu dans les séries. À date, on a beaucoup d'erreurs, beaucoup de revirements. Oui, Luke Chen, c'est une belle addition à la limite des transactions, mais on a un gars comme Mark Giordano qui éprouve un peu de difficulté en série, Justin Hall aussi. Des défenseurs comme Giordano, d'habitude, c'est une valeur sûre, il n'y a aucun doute sur lui. Mais il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les séries à date où on a l'impression que la brigade défensive est beaucoup plus shaky que la normale. Pour ce qui est des gardiens, je pense que Samsonov, il n'y a pas beaucoup d'expérience en série éliminatoire en général, lui non plus. C'est un gardien solide, il est très focusé, mais il y a eu quelques petits buts accordés qui étaient un peu soft. Là, donc, c'est sûr que il n'y a pas nécessairement gaulé sur la tête, comme on dit là, à date dans les séries. Mais je pense que si on regarde les années passées, Samsonov représente un meilleur gardien qu'un Jack Campbell ou même qu'un Frederick Anderson dans ces 2 dernières années avec Toronto. Oui, c'est ça. Mais je trouvais, moi aussi, que on avait tendance à être un petit peu plus accusateur au niveau de la position de gardien. Puis ça, c'est commun quand même dans l'évaluation des partisans, des amateurs. Mais pour ma part, Samsonov, j'ai trouvé qu'il avait bien gaulé cette année, sauf qu'en série, tu l'as dit, le petit but, pas malchanceux, mais on va le dire, là, des crotons, là, des fois, là, vraiment des buts qui n'auraient pas dû rentrer. On sentait un petit peu la confiance être shaké là, à ce moment-là. Donc, c'est sûr, ça vient avec le manque d'expérience, notamment. Parlant de manque d'expérience, j'ai pas le choix de te poser la question, Cindy, parce que Matthew Knies, c'est un joueur qu'on a suivi depuis quand même 2 ans. Au repêchage, c'est un joueur, mon collègue Pascal, qui n'a pas pu être présent ce soir, aurait pu te le dire, mais c'était un joueur qui avait au milieu de sa première ronde. C'est vraiment un espoir qu'on a apprécié observer à son année repêchage. Comment tu as trouvé les débuts de Matthew Knies dans la Ligue nationale? Puis, est-ce qu'à l'interne, on était satisfait de son apport en général?
Oui. Moi, personnellement, j'étais impressionnée. Je faisais partie des gens qui se posaient des questions à savoir est-ce qu'on met trop de pression sur le joueur qui arrive de la NCAA. Puis on le fait tout de suite quand on rentre dans un top 6 avec les livres. Je me demandais si c'était peut-être un petit peu trop. Il y en a qui n'avaient aucune expérience, mais finalement, le consensus avec les journalistes, avec l'équipe, ce gars-là a très bien performé, a impressionné pas mal tout le monde. Et juste le fait qu'il était capable d'entrer en série quand Bunting a été suspendu et forcer Sheldon Keefe à le laisser dans l'alignement, ça en dit beaucoup. Il a quand même eu 4 points en 7 matchs en série. C'est un joueur qui avait un bon impact. Puis je pense qu'on voit depuis qu'il est plus là, depuis qu'il est blessé, certaines différences aussi. Il y a comme un petit manque. Euh, Très physique, des bonnes mains. Grosse motivation. Aussi, je pense que c'est Tavares qui disait que c'était bon d'avoir ça dans l'équipe parce qu'il n'y a tellement pas d'expérience. Il est juste content d'être là, excité. Puis ça amène comme une énergie nouvelle un peu à l'équipe. Donc, puis Keith, de son côté, lui disait que l'équipe était meilleure avec Matthew Nice dans l'alignement. C'est quand même un très gros compliment là, Oui, pour dire oui, qu'il a c'est. juste cette game de playoffs. Puis je pense qu'il a fait 3 matchs en saison régulière. Donc, c'est quand même des éloges pour Matthew Nice. Donc, c'est quand même impressionnant. Puis, il est devenu automatiquement un fan favorite, comme on dit. On a déjà des gens qui ont acheté des chandails de Nice, puis les pancartes d'or aussi au Maple Leaf Square. Donc, c'est vraiment, ça va être le fun de le voir pour les prochaines années, c'est ça. Mais c'est fou pareil que, tu sais, juste l'arrivée d'une recrue donne un petit boost d'ambiance dans le vestiaire alors que il y a beaucoup de joueurs vedettes là, dans l'alignement. Puis, tu sais, il y a des gros vétérans de la Ligue nationale qui sont dans le vestiaire. Puis, juste cet ajout-là, tu sais, probablement qu'il n'a même pas mis encore les patins dans un match officiel. Puis, cette aura-là a aidé dans le vestiaire. Tu sais, moi, je trouve, je sais pas si je me trompe, mais je trouve que ça en dit long sur ce qui manquerait peut-être au sein de l'alignement des Maple Leafs de Toronto. Tu sais. Des Ouais. gars comme ça. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis, ce qui avait été le fun aussi, ce que les gens ont beaucoup aimé, c'est ses commentaires à Tampa. Après l'élimination de son équipe, il avait dit qu'il n'aimait pas du tout Amalie Arena. Et finalement, Toronto est allé gagner les 3 matchs à Tampa. Donc, tout ça a comme créé aussi un petit personnage autour de Neige. Mais comme tu dis, c'est vrai que Toronto manque peut-être de joueurs comme ça, un peu, là, cette espèce de naïveté-là, de je suis juste tellement motivé, tellement content d'être là. C'est un pep de plus, c'est ça. En tout cas, son jeu sur le but gagnant de John Tavares, je peux te confirmer que c'est pour des jeux comme ça qu'on l'aimait au TSLH Espoir dans notre volet de scouting. Là. C'est un échec avant soutenu, puis des bonnes mains, bon travail le long de la bande. C'est Matthew Nice, c'est son identité. Puis, je suis content, c'est ce qu'on a vu aussi en regardant les matchs. Puis je suis content aussi d'entendre que son impact a été au-delà de la patinoire. Ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Quelques petites dernières questions, Cindy. Cet été, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements majeurs au sein des Maple Leafs si, là, on ne veut pas parler trop rapidement parce que, tu sais, on est le 9, l'épisode sort le 10. Le 10, c'est la journée que les Maple Leafs jouent le 4e match. Les gens qui vont l'écouter, cet épisode-là, dans 3 semaines, ça se peut que les Leafs aient commis le plus gros comeback ever ou ils vont être éliminés. Fait que, tu sais, on va y aller dans l'optique qui se font éliminer au 2e tour. Est-ce qu'on peut s'attendre à des gros changements à Toronto cet été? Malheureusement, oui. Autant où il y a 9-10 jours, c'était pas le cas. Maintenant, c'est sûr que particulièrement s'ils se font balayer, à la limite, c'est plus humiliant un balayage au 2e tour que de juste pas franchir la première ronde puis se faire éliminer en 7 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que si Toronto ne passe pas, et comme tu dis, il faudrait vraiment un comeback assez intense pour voir une situation contraire. J'ai l'impression que le poste de Sheldon Keefe pourrait fort probablement être en jeu. Et je vois pas comment on peut garder le noyau des 4 sans transiger, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'à chaque fin de saison, on a la même cassette, on a confiance en notre core, notre noyau, on va les regarder pour l'année prochaine, puis ça va fonctionner. Mais si on se fait, si les Leafs se font balayer en 4 matchs contre l'équipe qui était 8e avant les séries, ben c'est sûr qu'il va se passer quelque chose.
mais je pense vraiment que ça va être Sheldon Keefe qui va être le premier à écoper. Carl Dubas, je continue à croire qu'il va probablement se faire offrir un contrat quand même, parce que quand on regarde les acquisitions qu'il a fait avant la limite de transaction, il a vraiment tout fait en son possible pour donner les meilleurs outils à l'équipe. Je pense que l'échange pour O'Reilly, c'était un coup de circuit pour les Leafs. Et ça lui a probablement garanti un renouvellement de contrat, du moins, je pense. Mais je pense que ça. Sheldon Keefe va être à risque et peut-être. Présentement, on parle beaucoup de Marner ici. Les gens sont très fâchés contre Marner. Je ne sais pas jusqu'à quel point Marner est intouchable. C'est un gars de la ville. C'est un gars qui fait vendre énormément de chandail. C'est un petit peu, j'ai l'impression qu'on le voit un peu comme le prochain capitaine. Donc, je ne sais pas si les Leafs le bougeraient. J'ai l'impression que peut-être on va sacrifier Nylander, mais je pense vraiment pas qu'on va revoir ça même noyau-là si l'équipe perd de façon rapide au deuxième. Est-ce que dans l'optique qu'il pourrait y avoir des changements cet été, on peut aussi avancer jusqu'à 2024 et est-ce qu'on peut craindre le départ d'Austin Matthews sur le marché de l'autonomie selon toi? Ouais, ben, en début de saison, je disais les Leafs vont lui offrir au 1er juillet 15 millions par année, un chèque en blanc, peu importe, pour 8 ans. Ce discours-là a changé toute l'année. Maintenant, oui, les gens ont peur de voir Matthews partir. Je pense que s'il ne signe pas cet été quand il est éligible à une prolongation, je pense que ça va probablement envoyer un message ou au moins l'organisation va avoir une idée un petit peu plus claire de son plan. Mais Toronto, c'est un gros marché. Il y a beaucoup d'opportunités pour les joueurs au niveau des commanditaires et tout là, pour l'argent sur le côté. Donc, c'est dur à dire, mais c'est sûr que c'est quelque chose que les gens parlent beaucoup parce que autant où on pensait que c'était pas possible de voir Matthews partir, autant où ça se discute présentement. Ouais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, les commandites, tout ça, il y a des marchés américains, d'après moi, qui pourraient clairement se jeter sur les services de Matthews également. Puis, au final, ça va être lui qui va décider. Ouais. Comme il y a l'autonomie complète, c'est comme, c'est ça, c'est dangereux un petit peu ce jeu-là avec les Leafs. On va espérer effectivement pour les partisans que l'organisation va être en mesure de s'entendre cet été. Une petite dernière facile, Cindy. Tes prédictions pour la suite des séries. Y a-tu une équipe en particulier que tu vois là, que pour la Coupe Stanley, ils ont déjà une petite longueur d'avance? Ben moi, comme beaucoup de monde, j'avais Boston Ouais. pour la Coupe C'était dur. C'était dur de miser ouais. contre Boston. Là, à un moment donné, je veux dire, c'est une erreur de parcours. Ouais. Puis les chapeaux aux Panthers, chapeau à Matthew Tkachuk. Ben oui. Mais c'est ça. Avoir parié pour les Bruins, c'était pas, c'était pas off Non, the chart. Là, c'est ça. Ben, j'aime bien ce que je vois du Kraken. Moi, j'adore les équipes Cendrillon. Ouais. C'est facile de vouloir voir le Kraken bien faire, dans le fond. Mais sinon, peut-être les Hurricanes. La série en New Jersey et Hurricanes, c'est un petit peu difficile à savoir, à déterminer qui va gagner. Mais honnêtement, j'ai parlé un petit peu tantôt, je pensais que la voie était libre pour les Leafs. Suite à l'élimination de Boston, je pensais vraiment que Toronto avait le champ libre cette année. Donc maintenant, ben, tout est possible pour tout le monde. Ouais, j'avais mis les Maple Leafs en 5, moi, dans la deuxième ronde. Ouais. Puis, écoute, les Panthers, sérieusement, c'est quand même surprenant ce qu'ils font, là, les Panthers, depuis le début des séries, surtout qu'ils sont rentrés en série vraiment à la dernière minute. Puis, C'est vraiment depuis les commentaires avec le catch-up. Le ouais, point tournant pour les c'est vrai. Panthers, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont juste pu arrêter de gagner depuis ces commentaires-là. C'est impressionnant à voir. Chapeau à eux. Peut-être que c'est eux qui vont finir avec la coupe. Ben, ça serait quand même impressionnant. Puis j'espère qu'on va amener Keith Tkachuk sur la patinoire pour y faire lever la Coupe Stanley pour ces commentaires-là. D'ailleurs, que son fils a dû dire pendant les séries de se la fermer là, pour les Ouais. prochaines fois parce que là, on est en série, c'est correct. Là, mais qui sait, peut-être que si les Leafs s'en gagnent 3 de suite, il va demander à son père d'aller faire une petite entrevue sur le side. Ouais. Je pense pas que ça va être. Non, c'est ça. Cindy Caron de l'Express de Toronto, merci beaucoup, Cindy, d'être venue sur le podcast. Ça a été vraiment plaisant, vraiment intéressant aussi ce que tu as pu nous expliquer de ce qui se passe autour des Maple Leafs.
On peut te suivre sur Twitter. Ton handle, c'est Cindy Caron. C'est Cine Caron. Cine Caron. Ouais. Cine Caron sur Twitter. Si vous voulez suivre Cindy sur les réseaux sociaux, dans le fond, on a plusieurs amateurs partisans des Canadiens dans nos auditeurs, mais on aime particulièrement suivre l'actualité des Maple Leafs, pareil, du côté des partisans, même si on s'amuse à faire la petite guéguerre entre les deux. Là. Mais si vous voulez du contenu francophone, Cindy Caron sur Twitter, allez la suivre. Cindy, merci beaucoup. Puis aux gens qui nous écoutent, on se revoit dans un prochain épisode.